Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous cette capsule portant sur la proscription d'une molécule innovante tant attendue, le sacubitril/valsartan, qui a bouleversé le pronostic des patients insuffisants cardiaques, qui a amélioré certainement le pronostic, mais aussi la qualité de vie et la réduction du nombre d'hospitalisations chez les patients insuffisants cardiaques. Donc, avant de passer directement aux règles de prescription de cette molécule, j'ai jugé qu'un rappel physiopathologique de l'insuffisance cardiaque rapide il est important. Vous le savez tous à travers d'autres capsules, dans l'insuffisance cardiaque chronique à fonction systolique altérée, il y a une stimulation de systèmes neuro-humoraux comme le système sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui sont donc stimulés au début pour améliorer le débit cardiaque, améliorer les conditions de charge, mais leur sécrétion chronique à long terme, elle est néfaste pour le myocarde, elle va aggraver le pronostic du patient insuffisant cardiaque parce que ce sont des molécules vasoconstrictives. De l'autre côté, dans l'insuffisance cardiaque, il y a des molécules vasodilatatrices qui sont sécrétées, entre autres les peptides natriurétiques. D'où l'idée géniale de prescrire une molécule, de concevoir une molécule qui bloque cette hyperstimulation du système rénine-angiotensine et surtout l'angiotensine 2 pour s'opposer à l'action de l'angiotensine 2 qui est vasoconstricteur, qui augmente la tension artérielle, le tonus sympathique, la rétention hydrosodée et à long terme la fibrose, mais aussi de ne pas se contenter de bloquer cette angiotensine 2 avec un ARA2, le valsartan, mais aussi de maintenir l'effet des molécules vasodilatatrices, des médiateurs vasodilatateurs et surtout les peptides natriurétiques. Donc, d'où l'idée de donner une molécule qui inhibe l'enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques, c'est-à-dire la niprélisine. Donc, l'idée est de donner une molécule qui inhibe la niprélisine, de telle façon que les peptides natriurétiques, surtout le BMP, ne sera pas dégradé et le patient va bénéficier de l'effet de ces peptides natriurétiques qui sont vasodilatateurs, qui diminuent le tonus sympathique, la stimulation du système aldostérone et qui donc augmente la natriurèse, la diurèse, donc il décharge le patient et il a un effet antifibrosant. Donc l'association, donc vraiment la beauté de cette molécule, c'est qu'elle combine deux molécules, le valsartan qui bloque l'angiotensine 2 vasoconstricteur, mais aussi l'inhibiteur de niprélisine qui est le sacubitril, qui va permettre de maintenir l'effet de la molécule vasodilatatrice qui est les peptides natriurétiques. Et donc, la molécule, c'est du sacubitril valsartan, l'association des deux, comme je l'ai dit, par le blocage système rénine-angiotensine-aldostérone et l'inhibition de la dégradation de BMP, et on va avoir l'effet bénéfique de ces molécules. Et donc, ces mécanismes physiopathologiques expliquent pourquoi cette molécule constitue actuellement l'un des piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque à FEG réduite depuis 2021. Donc, on a les bêta-bloquants que vous connaissez, les anti-aldostérons qui constituent des piliers du traitement à côté des IEC, mais depuis 2021, on trouve l'inhibiteur de la niprélisine, c'est-à-dire le sacubitril valsartan ou les IEC, donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine, et avec bien sûr les anti-SGLT2. Donc actuellement, on a 4 piliers de traitement de l'insuffisance cardiaque et on parle actuellement du Fantastic Four, bêta-bloquant anti-SGLT2, anti-aldostérone, mais le sacubitril valsartan aussi dans ce papier et prend même en première intention par rapport au IEC-ARA2, sauf s'il y a un problème de coût. Et même si on regarde l'update 2021 des recommandations américaines 2017 sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, on trouve que l'ARNI, il est préféré en première intention par rapport à l'IEC ou l'ARA2, et ça a été maintenu dans les nouvelles guidelines de l'American College of Cardiology, l'American Heart Association, qui viennent d'être publiées en 1er avril 2022 sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, qui était tant attendue pour voir ces recommandations. Et là, comme vous voyez, pour eux, les patients insuffisants cardiaques à FEG réduite, symptomatique SLA 2-3,
l'utilisation de l'ARNI, de sacubitril/valsartan, est recommandée pour réduire la morbidité et la mortalité. Et même, regardez dans ces recommandations, pour eux, les patients qui sont symptomatiques et qui tolèrent les IEC, il faut les changer, permuter par l'ARNI, le sacubitril/valsartan. Donc, c'est recommandé d'arrêter IEC-ARA2, le remplacer par l'ARNI, selon les recommandations donc, américaines les plus récentes. Et on les trouve dans les 10 take-home message dans ces guidelines. Ils insistent. Donc, première intention ARNI, sauf il n'y a pas la possibilité de prendre l'ARNI où il y a une contre-indication. Ça, c'est pour les Américains qui ont tranché. Pour les Européens, les recommandations 2021, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la méthode sandwich. Pour eux, on va prescrire ces 4 molécules, mais il ne faut pas la distinction entre IEC et ARNI. Donc, IEC et ARNI sur le même pied d'égalité avec les autres traitements piliers, bêta-bloquants, anti-SGLT2 et anti-aldostérone. Et voilà, donc c'est clair. Les nouvelles molécules, quelles que soient les anti-SGLT2 en classe 1A, le sacubitril/valsartan, dans les recommandations européennes, il est en classe 1B, comme remplacement aux IEC chez les patients dans de l'insuffisance cardiaque AVG réduite pour réduire le risque de réhospitalisation et de mortalité. Et c'est grâce à la fameuse étude Paradigme qui a comparé des patients insuffisants cardiaques chroniques, symptomatiques, et comparé le sacubitril par rapport valsartan par rapport à l'IEC, par rapport à l'enalapril. Et il y avait une réduction significative de 20% du critère de mortalité cardiovasculaire, de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et réduction significative aussi de la mortalité cardiovasculaire de 20%. Donc, comment faire le choix entre ces molécules de première intention? Le SC, il nous dit de commencer les molécules en même temps. L'ACC, pour lui, c'est un traitement de première intention. Donc, est-ce qu'on commence par l'ARNI? Est-ce que anti-LDCR, bêta-bloquant, anti-SG2, on va les donner en totalité ensemble? Donc là, la réponse est que, bien sûr, ça dépend du profil du patient. Bien sûr, on essaie de lui donner les 4 en même temps, les 4 piliers du traitement, tant que c'est toléré par le patient. Et après, on essaie d'optimiser le traitement. Donc, certainement, nous sommes contents d'avoir une polythérapie pour traiter l'insuffisance cardiaque, mais le plus difficile, c'est de le savoir bien prescrire. Voilà, donc dans les recommandations européennes, c'est écrit noir sur blanc qu'on doit donner ces 4 molécules le plus rapidement possible et on essaie donc de titrer le traitement. Ce n'est pas comme avant 2021, les recommandations de 2016, c'est-à-dire on va aller step by step, IEC, bêta-bloquant, on optimise les symptomatiques anti-aldostérone et puis pour arriver au sacubitril/valsartan. Maintenant, c'est de commencer bêta-bloquant anti-SGLT2, ARNI anti-aldostérone. Donc, ça a été proposé dans ce papier. Mais regardez ce trouble papier qui a été publié en 2021 dans le JAC. Pour eux, donc, on commence le premier jour avec les 4 molécules, les 4 piliers du traitement, le sacubitril/valsartan, bêta-bloquant, anti-aldostérone, anti-SGLT2. Et puis, on va optimiser. Donc, on commence à la faible dose. Puis, pour l'anti-SG2, ça ne nécessite pas d'optimisation. Pour les autres, on va garder l'anti-aldostérone, le sacubitril/valsartan, mais on va augmenter le bêta-bloquant. Puis, après notre semaine, on va augmenter l'anti-aldostérone. Puis, la semaine d'après, on va titrer les sacubitril/valsartan, les bêta-bloquants. Dans tous les cas, on a 42 jours pour optimiser le traitement de notre patient, donc insuffisant cardiaque. Voilà, donc comme je l'ai dit, en presserie la totale, on essaie d'optimiser, mais ça dépend aussi du terrain. Il y a ce qu'on appelle le profiling du patient insuffisant cardiaque. Actuellement, on parle de l'individualisation de traitement de l'insuffisance cardiaque, de la médecine personnalisée, et particulièrement dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, en tenant compte de plusieurs paramètres, certainement le terrain, mais aussi on tient compte de la pression artérielle. Là, par exemple, le sacubitril/valsartan, vous avez constaté qu'on va avoir l'effet du valsartan comme ARA2, mais aussi l'effet du sacubitril qui est vasodilatateur. Donc,
il a un effet sur la pression artérielle. Ça baisse la pression artérielle à côté de son action, bien sûr, diurétique. Donc, il y a aussi, on tient compte de la fréquence cardiaque, on tient compte de la fonction rénale, on tient compte du fait que le patient soit sinusal ou pas pour prescrire donc ces 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc là, par exemple, vous voyez dans les situations où on a une pression artérielle inférieure à 90-60, ce qui est recommandé, c'est de diminuer les doses de l'ARNI. Par contre, si on a une pression qui est supérieure à 90-60, on le prescrit, on ne touche pas à l'ARNI. Donc là, c'est l'un des paramètres qui va dicter la prescription de l'ARNI et sa posologie. Sinon aussi, pour la fonction rénale, si on a une clairance de la créatinine qui est inférieure à 30 ml par minute, là, vous voyez que pour le sacubitril/valsartan, ce n'est pas une contre-indication, mais on doit faire attention en le prescrivant et surveiller le patient de façon rapprochée, on verra. Donc, en pratique, comment prescrire le sacubitril/valsartan? Donc, vous le savez que la prescription de sacubitril/valsartan avec les IEC est contre-indiquée. L'association aussi avec les ARA2 est contre-indiquée parce que ça peut majorer le risque d'angiodème, parce que dans ce cas, on va donner 2 bloqueurs du système rénine-angiotensine. Donc, si votre patient il était sous IEC, il n'est pas naïf de traitement, si on est sous IEC, dans ce cas, il faut arrêter les IEC 36 heures avant l'introduction du sacubitril/valsartan. Le problème ne se pose pas avec l'ARA2, c'est-à-dire si le patient est déjà sous ARA2, sans délai à la prochaine dose habituelle de l'ARA2, c'est-à-dire si le prenez le matin, lundi, le mardi, on va passer au sacubitril/valsartan, à l'Entresto, bien sûr en arrêtant l'ARA2, mais on ne respecte pas les 36 heures comme pour les IEC. Donc, dans la pratique, la question qui se pose, et ça en se basant sur les recommandations américaines, à part le respect de 36 heures pour l'IEC, la posologie, quelle dose allons-nous prescrire? Donc, si votre patient il était sous IEC, il prenait l'équivalent de moins de 10 mg d'énalapril ou moins de 160 mg de valsartan. Dans ce cas, on va commencer par le 24-26 mg x 2 par jour, ce qu'on appelle le 50 mg x 2 par jour. Je vous rappelle que le sacubitril/valsartan, on le donne 2 fois par jour en 2 prises. Si le patient il prend une dose de plus de 10 mg d'énalapril ou plus de 160 mg de valsartan, on va commencer d'emblée par le 49-51 x 2 par jour, c'est-à-dire la forme 100 mg x 2 par jour. Le 49-51, c'est-à-dire la composition en sacubitril et en valsartan. Et puis, bien sûr, on va surveiller le patient de façon rapprochée. Après 2 semaines, on essaie d'optimiser la dose progressivement, on augmente les doses toutes les semaines, 1 ou 2 semaines. Et si la tension le permet, l'état hémodynamique, l'état clinique du patient, la fonction rénale le permet, dans ce cas, on va passer à la dose de 200 mg x 2 par jour, le 97-103 x 2 par jour, tout en surveillant la pression artérielle, l'ionogramme, la fonction rénale, et donc après, bien sûr, l'initiation et après chaque titration du sacubitril/valsartan. Sacubitril/valsartan nécessite une titration, une augmentation de dose, comme le cas des IEC et comme le cas des ARA2. Donc là, concernant donc la dose avec laquelle on commence, mais si on vient, là, j'ai détaillé le cas où notre patient il est déjà sous IEC ou sous ARA2. Mais si c'est une prescription de nouveau de sacubitril/valsartan, c'est-à-dire naïve et ne prend pas d'IEC ou d'ARA2, là, on va commencer par le 50 mg x 2, la faible dose du sacubitril/valsartan. Je ne vous cache pas, dans ma pratique courante, je peux donner même je donne parfois le 50 mg 1,5 x 2, bien que ce n'est pas recommandé, surtout dans les cas où je suis limitée par la pression artérielle. Il faut aussi faire attention, comme je l'ai dit, pour la fonction rénale. Ce n'est pas une contre-indication, mais si la clairance est inférieure à 30 ml, on peut prescrire faible dose, le 50 mg x 2, bien sûr, tout en surveillant la passion rénale de façon rapprochée. La faible dose aussi, s'il y a une petite atteinte hépatique,
atteinte hépatique et modérée, Child-Pugh classe B. Et chez les sujets âgés de plus de 75 ans, on commence par la faible dose, par le 50 x 2 par jour. Donc, ce sont des précautions, c'est les posologies avec lesquelles on commence, les précautions à faire. Et donc, là, c'est pour insister que les contre-indications de prescription du sacubitril/valsartan, c'est que le patient prend un IEC depuis moins de 36 heures, s'il y a des antécédents d'angioedème, c'est la grossesse, l'atteinte sévère hépatique et s'il y a une hypersensitivité à l'un de ces produits. Et donc, l'insuffisance rénale sévère n'est pas une contre-indication, c'est-à-dire clairance inférieure à 30. On commence par les faibles doses, comme je l'ai dit, 50 x 2 fois 1 demi fois 2. Et puis, si on peut augmenter les doses, on les augmente progressivement en surveillant la fraction rénale de façon rapprochée. La pression artérielle inférieure à 100 mm de mercure systolique aussi n'est pas une contre-indication, mais il faut commencer par les faibles doses tout en surveillant le patient. Donc, les contre-indications à retenir essentiellement, c'est surtout les hypotensions symptomatiques. Le patient, déjà, il est symptomatique, donc vous ne pouvez pas quand même donner le traitement. La prise concomitante des IEC et ZARA2, on ne peut pas les associer. L'histoire d'angioedème, le grossesse, l'allaitement. Et là, il y a une question qui se pose en pratique courante, l'hyperkaliémie. On a peur de l'hyperkaliémie, même avant avec le traitement classique, avec les IEC, les ZARA2, on a peur de l'hyperkaliémie, l'anti-aldostérone, surtout qu'on associe des molécules hyperkaliémiantes. Et donc, là, la question se pose, l'hyperkaliémie, est-ce que c'est un frein de prescrire? Là, je vous rappelle que quel que soit dans l'attitude paradigme HF, il n'y avait pas plus d'hyperkaliémie ou d'insuffisance rénale avec le sacubitril/valsartan par rapport à l'enalapril. Il y avait un peu plus d'hypotension, mais pas plus d'hyperkaliémie ou d'aggravation de la fonction rénale. Donc, arrêter un traitement par IEC, ARA2 ou sacubitril/valsartan ou anti-aldostérone en cas de kaliémie supérieure à 5 peut, dans certaines situations, être criminel. Donc, il faut se poser la question avant. Est-ce qu'il s'agit vraiment de vraie hyperkaliémie? Donc, il faut vérifier la mesure par un autre dosage, évaluer la prise quotidienne du potassium, évaluer l'hydratation, la volémie, la congestion, la pression artérielle, la fonction rénale, et vérifier s'il y avait des changements de traitement. Donc, si tant que la calémie est inférieure à 5,5, ne changez rien, mais il faut surveiller de façon rapprocher votre patient. Il faut vérifier la prise concomitante de médicaments, corriger l'apport de potassium, optimiser la pression artérielle et l'hydratation, et envisager une résine échangeuse de potassium en aigu ou en chronique. Et tout récemment, dans le congrès de l'American College of Cardiology en avril 2022, tout récemment, début avril, il y avait lors de ce congrès la présentation de la fameuse étude Diamond HF qui a évalué effectivement l'apport de ces molécules échangeurs de potassium, le chélateur de potassium, le pathyromère, dans le traitement de l'hyperkaliémie chez les patients insuffisants cardiaques réfugiés réduits qui prennent effectivement un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'IEC, ARA2 ou le sacubitril/valsartan, et les résultats effectivement étaient positifs. En fait, le fait de donner ce chélateur, ça donne moins d'hyperkaliémie chez ces patients qui prenaient l'IEC, l'ARA2 ou le sacubitril/valsartan. Ça a permis les investigateurs d'optimiser encore plus le traitement avec une meilleure tolérance. Donc, dans ce groupe, il y avait moins d'hyperkaliémie, une meilleure optimisation du traitement. Et dans cette étude, ils ont fixé comme objectif la corrélation avec la mortalité, mais là, malheureusement, vu les contextes Covid, ils n'ont pas pu donc évaluer cet objectif, mais c'est certainement, ils vont le continuer dans l'avenir. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas pour ne pas priver vos patients du bénéfice du sacubitril/valsartan ou de l'inhibiteur du système rénine-angiotensine ou de l'anti-aldostérone d'associer ces molécules. Et là, je vous invite à lire ce très beau papier sur votre conduite pratique en cas d'aggravation de la fonction rénale chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à VG réduite, qui a été publié aussi en 2020. Et on aura, là je profite pour vous inviter à notre congrès qui aura lieu du 5 au 8 mai
à Djerba, on aura M. Nathan Newton, qui est l'auteur de ce beau consensus, qui va nous parler effectivement de l'hyperkaliémie chez le patient insuffisant cardiaque et comment la gérer dans notre pratique courante. Donc, certainement, un patient insuffisant cardiaque, il faut le surveiller par la kaliémie, l'uricréate, et surtout s'il a une kaliémie qui est inférieure à 5,5 ou proche de 5,5, le faire de façon rapprochée tous les 2 à 7 jours, de façon qui est rapprochée, tout en surveillant les constantes vitales, le poids et la pression artérielle et le suivi clinique. Sinon, aussi, un autre paramètre de suivi pour les patients sous sacubitril/valsartan, attention, on ne va pas les suivre par le BMP parce que si vous avez bien compris la physiopathe, le sacubitril va augmenter le taux de BMP qui ne sera pas dégradé. Et donc, c'est normal. Si on va le doser chez un patient qui est sous sacubitril/valsartan, on le trouve élevé. Par contre, le NT-proBNP, qui est le produit de dégradation de BMP, il peut être dosé, il peut nous refléter donc les conditions de charge, le stade de insuffisance cardiaque de décompensation et surtout l'évolution sous traitement. Donc là, concernant les règles de prescription, concernant aussi les précautions à prendre en cas d'insuffisance rénale, mais la question qui se pose, est-ce qu'on peut le donner en phase hospitalière? Là, on s'est basé sur l'étude paradigme HF. Là, c'est des insuffisances cardiaques chroniques, un mois après la stabilisation, sortie d'une décompensation cardiaque. Mais qu'en est-il pour la phase hospitalière? Est-ce qu'on peut le donner? Il y a la fameuse étude Pioneer HF et Transition pour le sacubitril/valsartan et qui est en faveur, effectivement, était en faveur de le prescrire précocement après stabilisation, c'est-à-dire après stabilisation à l'hôpital, après stabilisation du patient, c'est-à-dire il passe le cap aigu, il n'est plus prend plus du Lasix par voie injectable. Et donc, comparaison par rapport à sacubitril/valsartan et l'aripiprazole, les patients ont été suivis pendant 8 mois. Et comme vous voyez, il y avait une réduction significative du critère primaire qui est la réduction du taux de NT-proBNP qui est corrélée, qui a une valeur diagnostique, corrélée à l'amélioration des symptômes, mais il a une grande valeur pronostique. Il y a même dans le groupe sacubitril/valsartan, si on regarde les critères composites, moins de mortalité, moins de réhospitalisation et moins de nécessité de moyens d'assistance. Et surtout, dans l'étude Pioneer, l'introduction précoce de sacubitril/valsartan va permettre une réduction significative du taux de réhospitalisation de l'insuffisance cardiaque. Donc, earlier is better. Plus on le prescrit précocement, plus c'est mieux, mais tout en, bien sûr, tout en respectant les règles, tout en surveillant de façon rapprochée, surtout à la phase hospitalière, l'état de la volémie, la pression artérielle et la fonction rénale. Et déjà, ça ne donne pas d'hyperkaliémie ou plus d'informations de la fonction rénale par rapport à l'enalapril dans l'étude Pioneer. Et là, il y a aussi ce beau papier que j'ai retiré du consensus. Si votre patient insuffisant cardiaque sous sacubitril/valsartan baisse sa tension artérielle, il fait de l'hypotension moins de 100 mm de mercure. Quelle est votre conduite? Donc, si le patient n'est pas symptomatique, il faut regarder s'il est symptomatique ou pas. S'il n'est pas symptomatique, il faut regarder, évaluer l'état de volémie de votre patient. Si votre patient il est en hypovolémie, bien sûr, il faut réduire les doses diurétiques parce que parfois, on donne du diurétique à tort pour nos patients insuffisants cardiaques où vraiment ils prennent une dose plus importante qu'ils nécessitent. Donc, il faut réduire la dose du diurétique. Il faut continuer le sacubitril/valsartan. Il faut voir si la possibilité de l'insister sur les apports hydriques et surtout, arrêter tout médicament qui peut baisser la pression artérielle, tel que par exemple le Risordan, le Corvasal. Là, on le voit, il est prescrit parfois. Donc, toute molécule qui peut baisser la pression artérielle qui n'est pas intéressante, vous pouvez l'arrêter. Donc, en cas de volémie, donc là, c'est le cas, le patient, il fait de l'hypotension, n'est pas symptomatique, il est en volémie, on ne change pas les doses diurétiques, on garde le sacubitril/valsartan, mais on diminue les drogues qui baissent la pression artérielle. S'il est en hypervolémie, dans ce cas, on augmente les doses de diurétiques, on continue le sacubitril/valsartan,
on réduit les molécules hypotensives et dans ce cas, on peut nous aider par des molécules comme les inotropes positives. Si, par contre, il fait de l'hypotension mais symptomatique, dans ce cas, la même chose, il faut évaluer l'état de la volémie. Si le patient il est en hypovolémie, dans ce cas, il faut réduire la prescription du diurétique et il faut un tout petit peu le remplir. On était obligé d'arrêter le sacubitril valsartan et toutes les drogues hypotensives. S'il est en volémie, on ne diminue pas les doses diurétiques, c'est-à-dire on essaie d'arrêter momentanément pour quelques jours ou une dose ou 2 doses de sacubitril, puis on reprend. On arrête les molécules qui baissent la pression artérielle et on peut des tonies cardiaques. Si on est en hypervolémie, on augmente les diurétiques, c'est-à-dire la sacubitril valsartan, on l'arrête momentanément pour une dose ou 2 doses et après, on va le reprendre et la même chose, on peut céder des inotropes ou de l'assistance. Reste le problème sur la pression artérielle est strictement inférieure à 90 mm de mercure. On peut discuter l'arrêt momentanément du sacubitril valsartan, mais tant que, là, ça se discute surtout chez le patient s'il est symptomatique. Mais si le patient il est asymptomatique, ça ne sert à rien d'arrêter le sacubitril valsartan. Le sacubitril valsartan, donc là, vous avez vu comment on le prescrit, n'est pas difficile à manier, juste il faut surveiller votre patient. C'est une molécule, certes, qui a une action qui baisse un tout petit peu la pression artérielle, qui a un effet diurétique, mais son effet bénéfique passe au-delà de l'effet diurétique, il passe aussi par son effet antifibrosant, vasodilatateur et le fait de s'opposer au bloqueur, s'opposer à l'hyperactivation du système rénine-angiotensin. Il a aussi une action sur l'euromodelage inverse qui est très important. On a eu l'occasion d'en parler lorsque j'ai parlé d'échographie chez les patients insuffisants cardiaques. On cherche des molécules qui améliorent l'euromodelage inverse, donc améliorent la FVG et donc améliorent aussi, réduit les volumes ventriculaires gauche et donc améliore ce remodelage inverse. Et ça a été prouvé dans l'étude PROOF-HF avec le sacubitril valsartan. Chez ces patients, on avait une réduction significative à 6 mois et 12 mois du NT-proBNP avec l'amélioration de la FG et la réduction des volumes télédiastoliques, télésystoliques. Il y avait une très bonne corrélation entre le NT-proBNP et les paramètres de remodelage ventriculaire gauche. Donc, certes, il a une action sur le remodelage cardiaque inverse et c'est une action cherchée par le sacubitril valsartan et plus on le donne précocement, plus son effet sur le remodelage inverse est net. Et donc, d'où l'intérêt actuellement, les nouvelles études, et même maintenant, on a vu les recommandations de l'ESC, aussi bien de l'ESC que les toutes récentes recommandations de la SCC, sont pour l'introduction précoce de ces molécules. Sacubitril tire ses évidences de tire sa révérence. Il est en train de prendre de plus en plus de place, surtout qu'il est remboursé par la CNAM, mais bon, reste le problème du coût. Pour certaines situations, on va garder des IEC. Donc, c'est une molécule qui donne des années de vie, mais aussi de la vie aux années, amélioration du pronostic, mais aussi améliore la qualité de vie. Et comme je l'ai dit, plus, vous savez que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie évolutive, plus on prescrit précocement, plus on va réduire les complications de l'insuffisance cardiaque et surtout, on va réduire les réhospitalisations, la mortalité et améliorer la qualité de vie. Plus tôt on intervient avec les molécules innovantes, plus on va améliorer le pronostic vital. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous invite à notre congrès qui aura pour thème principal l'insuffisance cardiaque. Vous allez vraiment avoir beaucoup de nouveautés concernant l'insuffisance cardiaque. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous.